On n'apprend pas à être mère, on le devient. C'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre Vie de femme, vie de mère, j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches. Si à l'écoute de ce podcast, vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice, alors contactez-moi en message privé. En attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience. Je suis Mélissa Nittenberg, Shakti, femme louve, chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Je lead, j'écoute, je transmets, j'inspire et j'éveille. Un peu sorcière, un peu celle qui, un peu fée, je crée et guide les femmes à retrouver leur essence et à créer leur légende personnelle. Tisse ton histoire et retrouve ton plein pouvoir. Telle est ma devise. Bonjour et bienvenue dans ma petite chronique Vie de femme, vie de mère. Et aujourd'hui, je reçois Céline. Bonjour Céline. Bonjour Mélissa. Alors Céline, tu es maman? Oui, Oui. de 2 enfants. Tu as 2 enfants qui ont quel âge? Donc aujourd'hui, mon fils a 7 ans et demi et ma fille a 13 ans et demi. OK. Et est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman, quelque chose que tu aimerais partager avec nous qui fait que, voilà, tu vois par rapport à d'autres parcours de maman, c'est quelque chose de particulier que tu as envie de partager? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hem, une des particularités de mon parcours de maman, j'ai pas vraiment eu une maman très présente et que j'ai moi-même été, élevée entre guillemets, par diverses personnes de ma famille avant de retrouver ma maman et donc devenir maman en fait, ça m'a je me suis rendu compte que c'était un vrai challenge, pour moi et que c'était absolument pas du tout quelque chose, de fluide et d'évident, alors que j'étais persuadée que l'instinct maternel, en quelque sorte, faisait l'essentiel. Mmh. Je suis une maman qui n'a pas eu, on va dire, un modèle, de maman en quelque sorte. OK, Voilà, peut-être ma particularité. OK. Alors on y va, on commence. Première question, quel est ton plus beau souvenir de maman? Je pense que c'est le jour de la naissance de mon premier enfant, de ma fille, parce que en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai pas spécialement, bien sûr, je savais que j'étais enceinte et que j'allais avoir un enfant. J'avais choisi de ne pas connaître le sexe, de Mmh. mon enfant pour avoir, vraiment, ce côté, cadeau à déballer, que j'allais déballer toute seule et que je m'étais faite à moi-même, bon grâce au papa aussi. Mais je me suis dit: «S'il y a bien un seul et vrai cadeau dans la vie que voilà, vraiment mystérieux, ça sera celui-là». Je trouvais que c'était magnifique, et excitant de ne pas connaître le sexe. Donc, quelque part, ça enlève quand même une certaine réalité peut-être aussi à la grossesse parce que tout est mystérieux. On ne sait pas si c'est une Mmh. fille, c'est un garçon. Dans la préparation, dans beaucoup de choses, il y a une part encore d'inconnu. J'étais pas forcément, très, comment dire?
Voilà, je savais que j'allais avoir un enfant, j'étais contente, mais j'avais pas cet instinct maternel pendant ma grossesse OK. et du coup, c'était plus les autres personnes qui me le renvoyaient. «Ah, c'est super, tu es enceinte, c'est merveilleux!» Je disais: «Oui, oui, je suis enceinte», mais voilà, tout le monde s'attendrit, hein, autour d'une femme enceinte. Alors quand c'est son premier, enfin pour moi, je trouvais ça très bizarre et puis en fait, le moment merveilleux, ça a été, donc au fond de moi, je désirais plus une fille qu'un garçon parce que je me disais qu'avec une fille, j'aurais plus de facilité. Je ne savais pas pourquoi, mais je me disais qu'avec un garçon, je ne saurais pas trop quoi faire. Mmh. Et je me disais que voilà, je désirais une fille et pendant la grossesse, mon obstétricien un jour a fait, ce qui moi j'ai considéré comme une bourde, c'est-à-dire que j'ai cru qu'il avait dévoilé le sexe de l'enfant en disant, «Il ressemblera à son papa» et moi je me suis dit: «Bon bah ça y est, c'est fichu, c'est un garçon, il nous l'a dit et voilà et machin et truc» et bon bref. Et ben, le voilà, l'un des plus beaux souvenirs, ça a été que, bah, j'ai accouché. Alors, j'ai accouché le jour de mon anniversaire, Ah! donc ma fille a le même jour, de naissance que moi et puis en fait, ben, l'obstétricien était là et puis, en fait, il a pas annoncé le sexe, il a sorti et puis bon, moi dans ma tête, je m'étais dit que c'était un garçon, mais bizarrement, on avait le prénom de la fille, puis on était encore en très, très grand doute pour le prénom du garçon et puis il me pose le bébé sur moi et puis il me dit: «Mais vous regardez pas le sexe?» Je lui dis: «Bah non, c'est un garçon». Il me dit: «Mais pourquoi quelle idée?» Je dis: «Mais non, c'est une fille!» Alors là, ça a été, waouh! C'était encore plus ça aussi, ça venait rajouter un côté complètement surréaliste. Je m'étais faite à l'idée, c'était 2 ou 3 mois avant la naissance, que c'était un garçon. Donc voilà, c'est un très beau souvenir et puis après de l'avoir, dans les petits berceaux transparents qu'il y a, Mmh. à l'hôpital, je la regardais et je me disais, je me disais: «C'est magnifique, c'est nous qu'on a fait ça?» Et puis en plus, on a le droit de la ramener chez nous. Voilà, En plus. donc je me rappelle, c'était surréaliste, quoi. Je me disais: «On a fait ça, puis on a le droit de la ramener chez nous, c'est à nous, quoi». Ouais, Donc voilà mon ton 1er souvenir. plus beau souvenir. Quelle a été ta plus grosse galère de maman? Alors galère, ça veut dire, beaucoup de choses. Je sais Mmh mh. pas, mais moi, c'est par rapport à mon fils, ben, il a eu un j'ai appris durant le 2e trimestre de grossesse, qu'il avait, je vais dire, une malformation, mais d'un point de vue médical, c'est pas une malformation. C'est une formation qui n'a pas abouti, on va dire et il a eu ce qu'on appelle une double fente labiale, c'est-à-dire la lèvre donc sa lèvre supérieure qui ne s'est pas formée comme il faut, mais ce n'est pas une malformation. Ça s'est arrêté de se former, Mmh. donc il avait la lèvre qui était ouverte, à 2 endroits et donc c'est plus qu'une galère. Au début, c'est beaucoup de peur et de la stupéfaction et tout un tas de choses, au niveau émotionnel et voilà. On se sent coupable aussi. Je me suis sentie Mmh. coupable. Je me suis dit: «Si ça se trouve, c'est, la façon dont tu dors qui a fait que le bébé, il s'est pas construit comme il faut». Bon, enfin et donc bah, ça a été, il a eu un parcours médical, hein, depuis sa naissance donc il a été opéré à 6 mois et c'est l'un des moments les plus stressants, de ma vie de maman. Sa 1re opération, pas à sa naissance, mais sa 1re opération à 6 mois, bah, c'est un tout petit bébé qui part au bloc opératoire et c'est voilà. Donc voilà, Mmh. le petit souci, enfin je dis petit parce que c'est pas un petit souci, mais ça a été, voilà, ça a été, complexe au niveau émotionnel. On a beaucoup de peur, mais je dis toujours qu'on a eu beaucoup de chance aussi en même temps parce que ça aurait pu être pire, que ce qu'il a eu, en fait. Mmh mh. Donc et on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a une super équipe médicale, là où on est, Mmh. super formée là-dessus donc voilà, c'est galère et en même temps, dans la galère, de la chance. Enfin, c'est ce que j'en retiens.
Est-ce que l'image que tu avais des mères a changé entre, avant ton premier enfant et après, quand tu es devenue maman? Et si oui, c'était quoi toi l'image que tu avais avant d'être mère? Alors, ma perception en tout cas des mères, elle a changé. L'image des mères, bon, moi j'ai pas eu une image, maternelle, vraiment concrète. Mmh mh. Vraiment, voilà, moi j'ai eu une image maternelle, donc de ma propre mère on va dire une forme de défaillance, d'absence. Les mères, les autres mères, bah, j'ai vu un peu de tout. Je me faisais aussi des interprétations entre les super mamans et puis, les mamans cool, les mamans, gâteaux, les mamans, bon voilà. Après, avant que je devienne mère, j'avais j'avais la vie un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais pas un avis tranché. Mmh. Mais je sais qu'une des choses que je pensais, c'est que je me disais, «Oh là là, comment ils font ces parents pour se laisser mener par le bout du nez parfois, c'est ça serait mon enfant, je le recadrerais bien rapidement et bien». Donc voilà. Donc j'avais des idées préconçues sur le fait que, quand on était parent aussi, on avait une forme de pouvoir peut-être sur notre Mmh. enfant. Mmh. Voilà qui et cette idée a été très rapidement révolue. Voilà, je pensais qu'un enfant c'était un Playmobil et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas un Playmobil. OK. Te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère? Oh là là, il y en a eu plein. Mon dernier craquage, c'est quand, j'ai découvert, bon, une fois de plus, la chambre de ma fille avec des chaussettes par terre, des culottes, qui traînent et un verre, de lait végétal, qui devait être dans la chambre depuis au moins 2 semaines et qui n'était plus très, très frais, OK. qui était, coagulé. Il y avait un petit écosystème qui s'était développé dans le et là, j'ai eu une crise, quoi. J'ai Ouais, dit: «Non, là, ça suffit, c'est pas possible, quoi». Voilà, OK. ça, c'est la dernière en Ouais. date, mais Et voilà. et dans ces cas-là, ça se manifeste comment? Tu cries, comment ça se manifeste ton pétage de plomb? Ben, oui, ça me fait péter les plombs parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre. Mais là, je me dis: «Comment on peut laisser un verre de lait ou on peut laisser de la nourriture dans sa chambre?» À la vue, hein, c'était pas sous le lit, hein. Mmh mh. Donc à la vue, passer devant matin et soir et ne pas être perturbée par ce truc, qui est en train de moisir et du coup, à ce moment-là, quand je crise, ça me renvoie à me dire intérieurement, je me dis: «Mais toi, tu ne faisais pas ça. Comment, parce que tu Mmh. savais que c'était pas bien, que c'était, pour toutes les mauvaises raisons du monde, toutes les bonnes et mauvaises raisons du monde. Toi, tu ne faisais pas ça, tu débarrassais tes goûters, tes machins, comment c'est possible qu'elle fasse ça?» Et du coup, là, je pars dans un délire intérieur, mais comment, qu'est-ce que tu lui transmets? Mais en fait, tu arrives pas à lui transmettre ce qu'il faut, comment Mmh. peut-elle en fait, c'est beaucoup de questionnements. Mmh Je me mh, dis: mmh. «Mais comment elle réfléchit? Comment elle raisonne?» Et là, je conclus en me disant: «Oui, mais moi, j'étais capable de débarrasser mon goûter, donc elle a le même âge et elle est bien capable» et donc c'est Mmh. ce que je finis par dire. Mais je me monte, j'ai une succession d'idées, Mmh mh. de concepts, de jugements, de croyances, qui s'enchaînent dans ma tête Mmh mh. et qui arrivent à la conclusion: «C'est inadmissible». OK. Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman? Mmh mh. Je sais pas si c'est une leçon, mais c'est, des prises de conscience, en tout cas, je dirais, Mmh. que j'étais persuadée de pouvoir échapper, entre guillemets, «à mes blessures, à mes traumas» Mmh mh. et
parce que je me disais qu'en fait, être mère ou être père, ça partait simplement aussi d'une intention et d'une volonté. C'est une intention bienveillante, Mmh. une intention d'amour envers ses enfants et que moi, je ne rentrerais pas dans le schéma parce que j'ai été maltraitée psychologiquement petite, ça allait m'empêcher d'être une mère, aimante, douce, et cetera et «parfaite» entre guillemets. Mmh. Et en fait, je me suis, rendue rapidement compte que, c'est ce qu'on se prend, c'est ce qu'on se reprend en fait, en pleine figure et que la volonté, la simple bonne intention, en tout cas pour Mmh. c'est ma prise de conscience. Je me dis que tant qu'on n'a pas travaillé, évacué ses blessures, dépassé, ses problématiques et qu'on les a traitées, et ben, on peut pas être, L suffisamment peut-être, je vais pas dire, parfait ou suffisamment aimant, c'est pas le parce que l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce qu'on s'énerve sur ses enfants qu'on les aime pas. Mais d'avoir l'attitude du parent, serein, responsable, compréhensif, qu'on a tous un peu, dans la tête. Je me dis que l'un est quasiment impossible sans l'autre. C'est-à-dire que Mmh. si on a des casseroles, Mmh. même si on a travaillé dessus, à un moment donné, quand on devient parent et que nos casseroles, elles elles viennent de notre enfance et c'est souvent le cas, bah, c'est quand même très complexe de pas être de nouveau confronté Mmh. à ça, en fait. Et qu'en fait, devenir parent et ben, ça implique d'être vraiment responsable de soi-même et de vraiment se prendre en charge aussi là-dessus et de pas être dans le déni, de ses propres, entre guillemets, «dysfonctionnements», quoi. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère? Ah bah, exactement ce que je viens d'exprimer, quoi. C'est-à-dire que, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais fait, les cours, d'accouchement, tout ce qu'on nous apprend, c'est avec une sage-femme, je crois. Ouais. On a Ouais. droit à 10 cours avec une sage-femme. Sincèrement, d'ailleurs je les ai pas f attends, oui, je les ai fait la deuxième fois, mais ça a été vraiment différent. Je pensais pas les faire et puis je suis allée voir une autre sage-femme avec qui vraiment, pour le coup, j'ai vraiment parlé de mon enfance. C'était plus, des cours, c'était plus de la relation d'aide ou de l'écoute empathique et Mmh. évacuer aussi, les difficultés du premier accouchement et voilà, Mmh. de ma première vie de maman, plus que les cours, savoir comment respirer, comment accoucher, Mmh. ça peut servir, mais en fait en 1 ou 2 cours, ça suffit et je me dis que sincèrement, voilà, la sécurité sociale, elle devrait, Ouais. donner l'opportunité aux mamans et aux papas, avant d'avoir un enfant, pendant la grossesse, de s'informer sur la parentalité, sur les challenges, sur, la psychologie d'un enfant, comment est construit, comment fonctionne le cerveau d'un enfant, tous ces Mmh. trucs-là, sur quoi ça va venir nous titiller, tous ces trucs-là qui enfin, moi, après, rapidement, quand j'ai commencé à chercher des infos là-dessus, ça a été compliqué, hein. À l'époque, il y Mmh. avait pas, tous les sites, d'information qu'il y a maintenant sur les neurosciences, sur la parentalité positive et cetera et qu'à part le schéma punition, restriction, privation et cetera, bah, il y avait pas d'autre, schéma, en fait, de démocratiser, en fait. Mmh mh. Donc voilà, je pense que devrait avoir l'opportunité de s'informer, bien comme il faut, sur toutes ces questions-là. OK. Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère? En fait, je l'inviterais à oser, exprimer, ses blessures et justement les transformer, y voir, quelle était la richesse et cetera et je lui dirais de toujours se faire, confiance, en fait. Parce que quand on devient parent aussi, on a tout le monde autour de nous qui nous dit: «Fais pas ci, fais pas ça, trop gâté, trop ceci, pas assez» et ça vient mettre un brouillard. C'est Mmh. tellement déjà complexe quand on a son premier enfant que, Mmh. bon, ça suffit, hein, quoi. Ne pas écouter, tous ces conseils et s'écouter soi.
d'abord et faire confiance, à son bébé. Yes. Maman rime avec accouchement, rime avec allaitement. C'était comment pour toi? Alors l'accouchement, mon premier, ça a été, 22 heures, de souffrance. Ça a OK. été, ça a été douloureux alors que j'étais persuadée, mais persuadée que j'allais accoucher comme une lettre à la poste parce que ma sœur, elle avait toujours accouché très, très vite. Très, très vite au point que les médecins lui avaient dit: «Prochaine grossesse, attention, premier signe, vous rappliquez tout de suite, sinon vous allez accoucher chez vous, quoi. Vous pouvez accoucher D'accord. chez vous». Donc je m'étais dit: «Bon, voilà, patrimoine génétique, ça sera easy». Donc j'étais vraiment persuadée de ça, j'étais hyper zen avant de j'ai eu une grossesse, hyper zen, mais alors, heu, j'ai mis 22 heures, j'ai souffert. J'ai au bout d'un moment, je me dis j'avais l'impression juste d'être un corps et complètement dépossédée de ce corps et j'avais l'impression d'être sur une chaise électrique et qu'on me donnait des à-coups et puis que voilà, que j'étais, en train de vivre une torture, quoi. C'était Waouh. vraiment, dur. Ça me brûlait dans le dos. Bon, enfin, j'ai accouché par les reins, comme on dit, c'est-à-dire que le bébé, il plaque les reins contre, Ouais. l'arrière. Mmh mh. Donc à chaque contraction, j'avais mal devant et dans le dos. C'était un supplice. OK. Et j'ai dû attendre, un bon moment avant d'avoir quelque chose, pour me calmer. Mais au bout d'un moment, je leur ai dit: «Si vous ne me donnez pas quelque chose, je vais faire un crise de nerfs». Vite! Donc voilà, ça m'a épuisée. Hem, l'allaitement a été compliqué à mettre en place, là aussi parce que c'est dommage, mais le personnel médical, ben, il est pas homogène dans son discours. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on m'amenait, des biberons, de lait alors que j'avais dit que je voulais allaiter. Mais on OK. me disait: «Il faut quand même le nourrir parce que vous n'avez pas encore votre montée de lait ou alors elle prend pas assez, donc il faut quand même lui donner un peu de bib» et moi tout ça, ça m'a mis des et puis il y en a une fois qui m'a dit, une puéricultrice, qui m'a dit: «Mais si vous lui donnez le bib, elle prendra plus jamais votre sein». Enfin bon, Mmh. de de la culpabilité, de la confusion et puis c'est mon obstétricien qui en passant me voir, à me voir que j'étais complètement, en dépression, voilà, m'a mis avec une autre puéricultrice qui m'a suivie jusqu'à que je sorte de la clinique et petit à petit, l'allaitement s'est mis en place, mais ça a été compliqué. Je Mmh. buvais des tisanes et cetera et puis j'ai allaité ma fille jusqu'à 9 mois et après, au bout d'un moment, c'est devenu, fluide, on va Mmh. dire et puis après j'ai même tiré le lait, et cetera et pour mon petit garçon, j'ai pas pu allaiter. Ça a été, j'ai dû faire un deuil. Ça m'a rendue très triste. Mmh mh. Parce qu'en fait, à cause de ce qu'il avait à la bouche, il pouvait pas, téter correctement. Mmh. Voilà et en plus, le personnel médical, ne me l'a en fait, dans ces cas-là, bon, mon enfant, il est né dans un service, entre guillemets, où il était un petit peu plus surveillé que les autres enfants, Mmh mh. puisque c'était une naissance, on va dire pas à risque, mais avec un enfant qui arrivait avec Mmh un mh. souci de santé. Et donc là, moi, je croyais ressortir au bout de 3 jours de clinique. Bon, j'ai accouché à l'hôpital du coup et tous les jours, je demandais: «C'est quand que je sors? C'est quand que je sors?» et en fait, il y a eu un loupé dans mon suivi. On m'avait pas informée de tout un tas de choses et notamment, ils m'ont laissé réaliser par moi-même que, je ne pourrais pas allaiter mon enfant et du coup, j'en garde un souvenir douloureux parce que pour le coup, j'aurais préféré que quelqu'un m'explique, que ça allait être compliqué, que voilà, peut-être il fallait que je réfléchisse à arrêter mes tentatives d'allaitement et que voilà, parce qu'il avait un problème. Mais moi, en fait, j'ai été plutôt bien prise en charge par rapport à son souci pendant ma grossesse. Ça Mmh fait mh. que j'étais relativement sereine. On m'avait dit: «Ça s'opère, bon, il aura un suivi, mais c'est pas grave dans le sens, c'est pas une maladie» Mmh mh. Mmh mh. et donc j'étais arrivée encore une fois plutôt sereine. Mmh mh. J'ai accouché en 2 fois moins de temps par contre, hein, en une fois moins de temps, c'est-à-dire, non, comme on dit, pas la moitié quoi, au OK. lieu de 22 heures, j'ai mis, 10-11 heures, donc ce qui pour moi était génial et voilà, mais l'allaitement, bah, voilà,
il a tété bien comme il faut 2 fois et puis, d'ailleurs la deuxième fois, j'étais déjà chez moi, ça faisait longtemps ça faisait au moins une dizaine de jours qu'on était rentrés et puis là, il a tété bien comme il faut et puis je me suis dit: «C'est comme si, il m'offrait ce cadeau» Mmh. et il a tété une fois à l'hôpital, une fois chez moi et puis après ça a été terminé quoi, mais bon voilà. J'ai eu ce petit cadeau où dans ma tête à ce moment-là, je savais déjà que c'était plus possible, mais j'avais fait une tentative et puis ça avait marché et puis bon voilà après, il a été au bib. C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman? Au bout d'un certain moment, le désordre. Le désordre. J'ai un seuil, hein, Ouais. qui s'est, on va dire agrandi, hein, depuis que j'ai des enfants, mais des fois au bout d'un moment, c'est stop quoi, là il y en a Stop, trop. le bazar. OK. Que penses-tu avoir dépassé en tant que mère? Des choses qui ne t'atteignent plus autant, que tu te rends compte qu'il y a eu du chemin qui a été fait par rapport à ça? Je m'inquiète, moins. OK. Notamment mon petit garçon, bah, c'est grâce à mon petit garçon, et aussi au fait que je me sois documentée sur la parentalité positive, l'éducation positive. Voilà, un enfant qui chute ou bon, j'ai des frayeurs aussi, voilà, s'il monte sur un mur qui est haut ou des choses comme ça va me faire peur, donc Mmh. je vais lui demander de descendre et je vais lui dire que c'est moi qui ai peur. Je vais pas lui dire, «C'est dangereux». Voilà, j'ai Mmh. un peu transformé ça. Pour qu'il comprenne que c'est moi, en fait, hein, qui a peur, c'est pas lui et puis, beh, des fois, il me dit: «Mais t'inquiète pas, je suis fort, je sais». Bon, voilà et après quand il tombe, par exemple, je cours pas auprès de lui pour le ramasser, pour lui dire: «Oh mais mon chéri, beh, t'inquiète pas, on va faire un petit bisou sur le bobo». Moi, j'ai jamais fait ça avec mon petit garçon et avec ma fille, je l'ai certainement eu fait au départ où je devais paniquer et petit à petit, je me suis défaite Mmh. de cette réactivité-là parce qu'en fait, je me suis dit: «Bon, bah, il y a une chute ou il y a un coup, c'est une expérience». Mmh. Là et là, il est en train d'apprendre ou elle est en train d'apprendre que, ça, c'est chaud, que, quand on monte sur un mur, on peut tomber ou quand on se met debout sur la balançoire, on peut tomber et j'ai un peu comme ça rationalisé les choses en me disant que chaque chute n'allait pas être une chute, potentiellement, mortelle Mmh mh. et moi, j'ai un petit garçon qui bouge énormément, énormément, qui grimpe partout donc là, de toute façon, il m'a appris, quoi, hein. À dépasser ça. À tel point que des fois, il va chuter en centre commercial et que je ne cours pas près de lui, je ne me baisse pas et que les gens me regardent ils doivent se dire: «Mais quelle mère indigne! Elle se penche pas sur son enfant pour le relever». Je lui dis: «Ça va?» «Oui, ça va» et en plus, j'ai un petit garçon qui n'est pas pleurnicheur, qui quand il se fait mal, il pleure pas en fait Mmh. systématiquement donc c'est génial. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et pour te ressourcer? Ou que tu as besoin de recharger les batteries? C'est quoi les choses que tu fais à ce moment-là? En fait, la chose que je fais, elle est assez simple, c'est que je fais parfois, et des fois j'y pense pas assez souvent, à faire des exercices de respiration. Mmh. Des fois, c'est de la cohérence cardiaque, Mmh mh. mais voilà, tout simplement, ça va simplement être ça, Mmh. ça va être de faire des exercices de respiration. Mais ça OK. reste quelque chose qui n'est pas naturel et spontané. Et des fois, je OK. me dis: «Ah oui, tiens, respire un coup». Respire un coup, ça ira mieux. Mais c'est incroyable par contre le bienfait, Mmh. à chaque fois je me dis: «C'est top» et parfois aussi je vais faire, de l'EFT. OK. Je vais me chercher une ronde, d'EFT, qui Alors pour les gens correspond, juste qui savent pas, EFT, est-ce que tu peux redonner les initiales? alors C'est c'est Emotional Freedom Technique. Au début, pour moi, c'était juste de la science-fiction. Je me disais: «Qu'est-ce que c'est que ce truc de taré?» Bienvenue chez les fous et en fait, bah, pour l'avoir testé, bah, c'est un système de tapotement, c'est-à-dire qu'on va venir tapoter Mmh certains endroits du corps et notamment beaucoup sur le visage, mais mh. il y en a ailleurs, il y a le bout des doigts, et on va venir tapoter, certains endroits, en disant certaines choses
qui permettent déjà comment dire? De reconnaître, d'accueillir et de reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre, hein. On peut très bien dire en EFT: «Même si je suis très énervé, Mmh. et je suis très énervé», et on fait ça en tapotant des zones, et ces zones, elles ne sont pas anodines puisqu'elles suivent, les méridiens, du corps, Mmh. et donc c'est une technique, énergétique, et cette technique, en venant de tapoter, c'est un peu comme de l'acupuncture de tapotement. Voilà, c'est-à-dire D'accord. que l'acupuncture, elle vient aussi fixer des aiguilles à des endroits stratégiques, à des points, par rapport à des méridiens, et cetera. L'EFT, c'est tapotement qui va faire un peu la même chose, à des points stratégiques du corps où se concentrent des énergies, et donc on va venir, dénouer justement des choses qui sont nouées, et je trouve, que c'est une technique, formidable pour en 5 minutes retrouver de l'apaisement, et on peut c'est pour tous les domaines de vie, tous les bobos émotionnels, inimaginables, et on va venir tapoter, accueillir l'émotion et la libérer. À quand remonte ta dernière soirée juste pour toi? Ouh là là, je me rappelle pas en fait. Enfin, je dirais que ce week-end, j'ai pris un bain, devant Netflix, et je Mmh. pense que ça faisait peut-être, au moins 6 mois que j'avais pas pris un bain. Yes! Donc je me suis dit: «Là, je me relaxe, Mmh. donc je me mets un film et je me fais couler un bain, et Yes. je reste autant de temps que je veux dans le bain». Donc j'avais pas mes enfants, donc là, c'était voilà, c'était un moment à moi. Ouais. C'était un moment à moi. À quand remonte ton dernier week-end entre copines? Sans les enfants, du coup? Eh oui! Souvent quand je pose Alors cette là, question, je ne m'en ça rappelle me pas, je ne ouais. m'en rappelle pas du tout. Eh ben non, en fait, hein, j'ai vraiment l'impression que ça fait très, très longtemps que Ouais. j'ai pas eu, si peut-être, on va dire entre copines et copains, Mmh. Ouais, ça c'était il va. y a 6 mois. Voilà, entre OK. copines et copains, c'était il y a 6 mois. Voilà, c'était plus qu'un oui, c'était 2 3 jours entre copines et copains. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas le faire, mais c'est plus fort que toi. Tu le fais quand même pour tes enfants. Le petit truc où: «Ah oui, je sais, je devrais pas, mais bon, je le fais quand même parce que voilà, c'est comme ça, je suis maman», puis voilà. Et toi, c'est quoi? Ah bah, moi, je vais avoir tendance à demander, notamment à ma fille, qui a, 13 ans, si elle a bien, mis son réveil, par exemple, pour se réveiller le lendemain, ou si elle a bien, si elle a pas oublié quelque chose qu'elle m'a dit, en fait, Ouais. et du coup, je peux, ça peut être plus fort que moi d'être un peu le pense-bête, quoi, de Ouais. dire, «Attention, tu as bien ci, tu as bien ça». Mmh, 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 mmh. Ou pour mon fils, je vais avoir tendance à aller prendre un truc, moi, plutôt que lui, le responsabiliser et lui dire, Mmh mh. ou le laisser se tromper et ne pas prendre un truc dont il a besoin, et ben ça Ouais, va être plus fort que moi. Je vais le faire à sa place, quoi. OK. Quelle est la chose dont tu es le plus fier en tant que mère? Que malgré, en fait, malgré tous les challenges que j'ai, parce que j'en ai quand même beaucoup, et notamment avec ma fille, parce qu'elle me renvoie, voilà, je crois qu'un enfant, qui est voilà, du même sexe, hein, pour le Mmh. papa, c'est peut-être plus le garçon. Moi, ma fille, elle me renvoie pas mal de challenges, et je suis quand même fière parce que, je garde le dialogue avec elle, même s'il y a quand même régulièrement des tensions, et je lui exprime quand même, mon amour, en fait, voilà. Mmh. Je lui dis que je l'aime, et voilà. Et malgré, voilà, et je suis fière, oui, de de, de conserver le dialogue et de lui dire qu'elle a le droit de s'exprimer, qu'elle a le droit de pas être d'accord, elle a le droit d'avoir les émotions qu'elle a. Mmh. Mmh. Je lui dis, et voilà, donc je suis quand même, fière de garder ce dialogue même pendant les difficultés, on va dire. Vie de femme, vie de mère, vie de couple. Ton expérience de ça, c'est quoi? Oh là là, elle est pas très glorieuse.
Et quelque part, c'est une croyance. Je pense que, les enfants sont une épreuve, mais pas au sens, péjoratif, hein. Je Mmh. pense que c'est une épreuve, comme quand on va passer le bac, le diplôme universitaire, que sais-je. Je me dis que, bon, moi, je me suis séparée du papa Mmh mh. après, 25 ans de relation, qui ont été avec des hauts, des bas, enfin, je pense, un parcours peut-être assez classique. Mais vraiment, on n'a pas passé l'épreuve de la parentalité. On Mmh. l'a pas passé dans le sens où je suis convaincue que les enfants sont un révélateur. Révélateur de la profondeur de l'amour que peut se porter un couple. Si l'amour il est vraiment, au rendez-vous des parents, c'est-à-dire si le couple s'aime vraiment, il va tenir l'épreuve de la parentalité. OK. Et moi, je me dis que notre couple on ne s'aimait pas suffisamment, on ne s'aimait pas, suffisamment profondément, vraiment dans tout ce qu'on pouvait être. Comme quand on dit dans un mariage pour le meilleur et pour le pire. Mmh mh. Le pire, chez l'un et chez l'autre, on ne l'aimait pas. On n'était pas dans cet amour inconditionnel et on n'a pas passé l'épreuve des enfants. Bon, on a quand même eu nos 2 enfants, Mmh mh. mais c'est venu extraire de nous nos mauvais côtés qui sont retombés, on va dire, dans le couple et le couple s'est défait, petit à petit. Donc je dis que les enfants sont une épreuve parce que, c'est comme un oral, comme un écrit qu'on doit passer et qui vient Mmh titiller, mh. qui vient tester si on s'aime vraiment, si on est, entre guillemets, «vraiment fait pour être ensemble». Et OK. moi, là, je me suis dit: «C'est le révélateur», tu sais, comme en chimie, quoi, hein. Là, ça Ouais. révèle que non, ça ne passe pas. J'adore le moment de l'examen. Je le garde. Ah non, mais pour moi, c'est clair maintenant. Je me Ouais, dis: «Là, si tu passes ça, ton couple, c'est du béton». c'est du béton. As-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés? Oui, mais je Oui, sais qu'ils vont être, ça va être Disneyland, par ça fait contre. Je sais qu'ils vont génial. manger, n'importe quoi, qu'ils vont, se coucher à 1 heure du matin, Mmh. qu'ils vont être en petite culotte pour dormir alors qu'il fait froid, qu'on va les laisser vivre Ouais, leur vie. ouais, Donc j'ai une amie comme ça où tout est permis chez elle, yes. donc c'est voilà, les enfants sont toujours ravis d'aller là-bas. Donc moi, ça me challenge, mais Oui, bon, je sais qu'ils sont heureux. OK. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante? Entre ces 3 mots, lequel te parle le plus et pourquoi? Alors perfectionniste, non, malgré que je l'ai en moi, mais c'est pas ce que j'impose à mes enfants. Je leur demande pas des notes, je leur demande pas Mmh, voilà. Je pense que je suis, exigeante mmh, et peut-être un peu contrôlante, mais surtout exigeante. C'est-à-dire que moi je dis souvent à ma fille: «J'aime pas faire les choses à moitié». C'est soit on les fait, soit on les fait pas, quoi. Mais quand on fait quelque chose, on le fait à fond et on le fait vraiment. mmh, Hem Donc, je suis exigeante dans le sens où je veux que quand ils font quelque chose, ils y mettent toute leur bonne volonté, qu'ils fassent de leur mieux. Mais je mmh, leur demande pas d'être le premier ou d'avoir les meilleurs résultats. Je suis pas du tout dans la compétition. D'ailleurs, je l'ai absolument ce truc-là, je l'ai transmis à mes enfants. Ma fille, elle s'en fiche d'être première ou voilà. Mais par contre, le côté, exigence, oui, parce que la vie, en fait, elle nous demande quand même d'être, je pense, exigeant et d'être engagé pour soi-même vraiment quand voilà et de mmh. pas faire les choses à moitié. Bah, je me dis qu'on obtient les choses à moitié finalement et que bon, je me dis que c'est une valeur que j'ai en moi donc voilà. Je suis exigeante mais pas, juste le dans le fait de faire de son mieux. Voilà. OK. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment? Je 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 pense que je pense que parfois j'aurais préféré, en fait, tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais voulu le savoir avant. Ça Ouais. m'aurait évité, beaucoup de choses, en fait. Mmh. Donc mais comme ça, c'est impossible.
Je Mmh. pense qu'il y a rien que peut-être me séparer plus tôt, OK. sincèrement, pour le Mmh. bien-être, des enfants. Je me Ouais. dis que quand on sent que l'on tend vers ça, on pense à tort. Ça, oui, ça c'est peut-être ça. Je pensais à tort que, plus je donnais une chance à mon couple et plus c'était bon pour les enfants potentiellement et je pensais que, automatiquement séparation signifiait que douleur. Mais aujourd'hui, je fonctionne mieux en tant que maman sans le papa Mmh. et les enfants ne m'expriment pas du tout de mal-être du fait d'avoir des parents séparés et d'ailleurs ma fille me dit: «Je ne voudrais pas que vous soyez ensemble». Parce OK. qu'elle, elle peut vraiment verbaliser les choses. Elle voit plus, hein, elle voit les disputes en moins, donc elle dit: «Franchement comme ça, c'est super». Donc Mmh. elle voudrait pas revenir à la version d'avant, avec papa et maman à la maison. Donc ça, c'est vraiment peut-être quelque chose que j'aurais aimé changer, c'est, réaliser que se séparer, ce n'est pas que des inconvénients et que à ce moment-là, ce sont mes propres peurs que je transposais et que j'imaginais être leurs propres peurs et leurs propres souffrances. Mais en fait, c'était moi qui me disais: «Mes enfants vont souffrir», mais en fait, c'était mon prisme à moi. Mes enfants, bah, j'allais voir quoi, j'allais découvrir. Mmh mh. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que, ouais, je me suis dit: «Tu trop attendu». OK. Et enfin, dernière question, quel est ton prochain rêve de femme? Mon prochain rêve de femme, c'est assez récent, c'est pas quelque chose, auquel je pensais trop vraiment de retrouver une relation amoureuse, j'avais un peu la croyance que j'étais pas élue par la vie pour avoir une relation, amoureuse profonde, en fait. Mmh. Vraiment justement qui nous connecte un peu c'est-à-dire aimer le pire et le meilleur de l'autre et cetera et puis de grandir ensemble. Je pensais qu'en fait, voilà, trouver entre guillemets «l'amour de ma vie», je pense qu'on peut en avoir plusieurs, mais voilà, trouver en tout cas un amour réconfortant et inspirant. Je me disais que j'étais pas forcément élue par la vie pour ça Mmh. et du coup, mon prochain challenge alors aujourd'hui, j'ai la sensation de vivre ça avec quelqu'un. Je sais pas pour combien de temps ça sera, mais ce dont, je rêve et ce à quoi j'aspire actuellement et ça m'étonne de moi-même, c'est, ben, cette vie entre guillemets, «recomposée», donc avec, cet homme et mes enfants. Ça se passe, ils s'aiment beaucoup mutuellement. Pour l'instant, on vit pas du tout ensemble, mais je suis, c'est mon rêve et c'est mon challenge à la fois Mmh. de réussir, cette équation complexe bah, oui, de recomposer, une famille, de recréer et puis que ça se passe bien parce qu'on a quand même encore toujours nos peurs, de refaire les mêmes bêtises et tout ça. Donc c'est un rêve et c'est un challenge à la fois, mais je suis hyper heureuse de voilà, d'aller le vivre en tout cas. OK. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te le souhaite, je te le Merci. souhaite vraiment. Et donc petite tradition à la fin de cette chronique, je tire au sort une question qu'une femme qui, est maman ou qui n'est pas maman, a eu envie de poser à une autre maman et encore une fois sans tabou. Donc je tire cette question devant toi et sacrée question, comment savoir si on est une bonne mère? Oh là là, ça c'est la question que se posent, je pense, 80 des parents et pas que Mmh. des mamans. Hem, je pense que, alors moi, je suis encore habitée par ce fantasme d'être une bonne mère parce que je me juge, voilà. Donc comment savoir si je suis une bonne mère? En fait, je pense qu'on est la mère que l'on doit être pour les enfants que l'on a et que les enfants que l'on a, sont ceux qui doivent être pour nous, en fait. Donc j'évite de me poser trop cette question parce qu'en fait, elle me tire vers la culpabilité et je pense qu'on est une bonne mère à partir du moment où on cherche toujours des solutions
où on exprime son amour à son enfant quoi qu'il arrive. Heu, et pour moi, c'est très important parce que moi, j'ai vécu avec une maman physiquement absente, puis Mmh. après présente, mais émotionnellement, relationnellement absente avec moi et qui ne m'exprimait pas son amour. C'était pas une méchante personne avec moi, mais vraiment il y avait pas de lien. Elle ne créait pas de lien, ne m'exprimait pas ses émotions vis-à-vis de moi. Et donc je me dis que quand même à partir du moment où on exprime, notre amour à notre enfant, malgré tout ce qui peut arriver, bah, c'est quand même la base pour être, une bonne mère. Mmh. Si et bon, j'aime pas dire, bon, mauvais et cetera, mais voilà, je pense que c'est ça la base. C'est Mmh. l'amour, se remettre en question et toujours chercher des solutions et essayer de comprendre notre enfant. Moi, c'est son enfant, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec les miens, tant bien que mal, voilà, du mieux que je peux. Bah, écoute, j'adore cette image-là de, justement de faire de son mieux et d'essayer toujours de tendre, vers, une intention en tout cas positive pour son enfant. J'aime beaucoup cette image-là, je repars avec du coup, aussi. Ainsi s'achève notre session de questions. Céline, vraiment, je te remercie pour, waouh, pour ce magnifique voyage que tu nous as offert et cette confiance et cette transparence aussi, dans ton parcours et dans tes réflexions de maman. Je te remercie beaucoup pour ta confiance. Merci, d'être venue et d'avoir répondu à cette invitation. Bah, merci beaucoup également, Mélissa. Ça fait bien réfléchir, sur tout ça. Ouais. Donc merci beaucoup. Des très belles questions. Avec grand plaisir. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast, à mettre des commentaires et des likes et à m'envoyer vos questions ou à me contacter si vous aussi, vous voulez partager votre vie de femme, vie de mère. À très bientôt.